Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Je suis Elsa Gauthier, je suis la rédactrice en chef du magazine Socialterre. Et à Socialterre, on a publié récemment donc, ce hors-série qui s'intitule « Résister au nouveau fascisme ». L'un des objectifs qu'on s'était donné avec ce hors-série, c'était notamment de rappeler que la progression de l'extrême droite, que ce soit dans les urnes, que ce soit dans les esprits, ce n'est pas un phénomène naturel, inéluctable. C'est le produit d'une offensive médiatique, politique, qui a aujourd'hui des soutiens puissants, des bienfaiteurs, en la personne de Vincent Bolloré, en la personne de Pierre-Édouard Stérin, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, on a eu envie, à l'occasion de ce festival, de poursuivre un peu cette réflexion avec nos confrères d'autres médias. Ce qu'on va donc faire cet après-midi, on va s'intéresser aux stratégies, aux réseaux, aux tentatives d'ancrage local de l'extrême droite que documentent donc nos trois intervenants. Alors, à ma droite, donc Pierre-Yves Bulletot, tu as longtemps été journaliste indépendant. Tu as notamment travaillé pour Là-bas si j'y suis, pour Le Monde, pour Mediapart. Et tu as participé à cofonder le média d'investigation en ligne Splan, pour lequel tu es aujourd'hui journaliste. À ma gauche, Anne-Sophie Saint-Père, donc tu es journaliste à l'Observatoire des multinationales. Tu travailles notamment sur les questions d'influence et tu travailles aussi pour nous, pour Socialterre, mais aussi pour Basta, pour la revue dessinée. On y reviendra aussi. Et enfin, à gauche d'Anne-Sophie, Thomas Lemayeux. Donc, tu es journaliste pour l'Humanité depuis 1998. Tu as été grand reporter, passé par les rubriques Éco-Social, la rubrique Monde, et aujourd'hui, tu travailles au sein de la cellule Enquête de l'Humanité. Alors, je vais commencer avec toi, Thomas. Jusqu'en 2024, il y avait un milliardaire d'extrême droite connu des Français. C'était Vincent Bolloré. Aujourd'hui, donc, qui est propriétaire, entre autres, de CNews, d'Europe 1, du JDD, des éditions Fayard, et j'en passe. Si vous voulez le détail, il y a une infographie dans le hors-série. En 2024, tes révélations, Thomas, dans l'Humanité sur le projet Périclès ont fait sortir de l'ombre un autre mécène de l'extrême droite, Pierre-Édouard Stérin. Alors, est-ce que tu peux rappeler en deux mots qui est Monsieur Stérin et qu'est-ce que c'est que ce projet Périclès ? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'aller assez vite puisque le temps est compté. Moi, je peux parler des heures de Pierre-Édouard Stérin, mais donc je ne vais pas le faire. Ce qui est mieux pour vous d'ailleurs. Donc c'est le propriétaire de Smartbox au départ. C'est les coffrets cadeaux qu'on offre quand on ne sait pas quoi offrir. Très mauvaise idée puisque ça lui a permis d'accumuler une fortune. De démarrer, de commencer à avoir un patrimoine conséquent grâce aux dividendes de Smartbox qu'il a délocalisé en Irlande et lui-même s'est exilé fiscal. A fait un exil fiscal en Belgique en 2012 pour fuir l'arrivée menaçante de François Hollande à l'Élysée. Et donc voilà, c'est un business angel, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui investit au démarrage dans des startups, qui spécule en quelque sorte sur des projets de start-up, etc., dans différents domaines, et qui a réussi à faire des culbutes, comme on dit parfois, assez importantes, au point d'avoir aujourd'hui une fortune qui est estimée autour de 1,6 milliard d'euros. Donc c'est aussi un philanthrope. Il est connu, il se décrit lui-même comme philanthrope. Avant qu'on révèle Périclès, il se vantait beaucoup d'être un philanthrope et de choisir, donc grâce à son exil fiscal, grâce aux économies d'impôts, de pouvoir du coup de choisir lui à qui il allait accorder sa solidarité, entre guillemets, de ne pas laisser à l'État le soin de s'occuper de ça, mais choisir lui-même les causes qu'il allait défendre. Et donc il a créé les Nuits du bien commun, et puis un fonds du bien commun, qui est son fonds de philanthropie. Donc à côté de son empire industriel et financier, qui a été remarquablement cartographié par l'Observatoire des multinationales, et c'est effectivement une nébuleuse, la version
je ne sais pas comment on dit, mais la version complète, exhaustive, est assez impressionnante. Donc voilà, donc c'est un philanthrope. Et effectivement, on a pu établir en 2024, en juillet 2024, juste après les législatives partielles, les dernières, qu'il avait un plan politique, contrairement à ce qu'il racontait. En fait, la veille du deuxième tour des législatives, il expliquait dans le JDD de Bolloré qu'il n'avait pas d'agenda politique, qu'il ne plaçait pas de pion, et qu'au fond, il n'avait pas de programme quelconque en politique. Et il se trouve que, malheureusement pour lui, 10 jours plus tard, l'humanité a pu dévoiler un plan qui tient sur une vingtaine de pages, qui s'appelle Périclès, donc pour patriotes, enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Donc voilà, ça situe à peu près avec des valeurs très décrites dans ce plan qui est un PowerPoint, un business plan, on pourrait dire, d'attaque du champ politique. Ça fonctionne un peu comme ça. C'est monté, mis en page de cette manière, comme un business plan, avec un calendrier, des objectifs, etc. Et donc il y a des valeurs qui sont premier rang desquels on trouve la préférence nationale, c'est-à-dire la valeur, le slogan phare du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Puis après, ils sont contre la laïcité agressive. Alors la laïcité agressive à l'encontre des catholiques, parce qu'il y a une laïcité agressive qu'ils apprécient, c'est à l'encontre d'une autre religion en particulier, qui est l'islam. Ils sont contre ce qu'ils appellent le socialisme, contre l'hyperétatisme, pour la liberté d'entreprendre, etc. Donc ils sont à la fois, on y reviendra je pense, ils sont libertariens autoritaires, on pourrait dire, contrairement à ce qu'ils disent parfois qu'ils sont libéraux conservateurs. Enfin, ils sont aussi conservateurs, ils sont réactionnaires même, mais ils sont, de mon point de vue, libertariens autoritaires, je crois qu'on sera d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le plan, le plan Périclès, je ne vais pas le détailler, mais il y a des projets, des projets concrets. Une école des futures maires qui s'est appelée Politicae, qui a donc formé, en vue des municipales qui viennent de se dérouler, des candidats aux municipales, avec un succès relativement discutable, disons, d'après ce qu'on a pu recenser. Il s'agissait pour eux de gagner 300 villes pour l'ERL. L'ERL n'en a gagné, on pourrait dire, que 70, ce qui est considérable. Et ça change déjà pas mal de choses. Mais voilà, donc les objectifs étaient quand même très très importants. Et justement, là, on est 2 ans après tes révélations. Est-ce que, parce que tu continues de suivre activement, c'était un véritable stérénologue, on va dire, et tu continues de suivre l'activité de ce terrain de Périclès, qu'est-ce qu'on peut dire du déploiement de ce plan tel qu'il a été révélé? Est-ce que, avec le recul de ces 2 dernières années? Alors ça, c'est une question vraiment assez compliquée, donc j'ai essayé de faire vite. Mais juste, pour moi, je vais dire les choses très très rapidement. Pour moi, ce terrain, il a posé, et c'est la différence avec Bolloré. Bolloré a ses canaux médiatiques principaux qui jouent un rôle gigantesque dans la bataille idéologique, d'imposition, d'élargissement sans cesse de ce qu'ils appellent la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire le champ des idées exprimables, dissibles dans l'espace public, des idées d'extrême droite. Et donc Bolloré a joué avec ses canaux médiatiques un rôle très important. Et ce terrain, avec Périclès, mais aussi avec son fonds de philanthropie, mais aussi avec ses outils industriels et financiers, il occupe le terrain dans tout le pays, il dissémine, il disperse des moyens, pas forcément très importants, mais comme ils sont très nombreux, en nombre, des initiatives très nombreuses, c'est important. Moi, ce que j'ai pu repérer depuis 2 ans, c'est un projet de parc d'attractions qui va sans doute pas se faire, mais une espèce de pas concurrent, mais complément, disons, du Puy du Fou. C'est un projet où ils envisagent d'avoir 1 million de visiteurs pour un parc historique avec les obsessions de ce camp-là pour le roman national. On efface la Révolution française, c'est la guillotine. Le Moyen-Âge, c'est génial parce que c'est le moment où on érige des cathédrales, et donc la religion tient une importante capitale. C'est formidable comme période. Il y a Jeanne d'Arc, etc.
Donc il y a ça. Moi je suis assez content aussi d'avoir pu révéler l'année dernière les éléments sur le canon, pas le canon français, mais le canon français appartient à Sterrin. Bon, ça avait déjà été révélé, mais surtout le fait que Sterrin avait pris des parts dans Studio 496, qui est une boîte qui a lancé le label Les plus belles fêtes de France. Et là, ça vous intéresse, comme ça intéresse dans tout le pays, puisque ça a suscité un débat dans tout le pays, avec notamment les Bretons qui sont arrivés derrière les Basques. Hein, quand même, je veux pas dire, mais ce sont les Basques qui ont lancé un mouvement de défection quand on a appris que Sterrin était derrière. Certaines fêtes basques se sont retirées, puis les Bretons sont arrivés, mais derrière les Basques, mais devant plein d'autres, hein, quand même. Je reconnais que voilà, vous étiez. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il a créé des tas d'initiatives. Ça, c'est typiquement des initiatives de dispersion, de dissémination, de semer des graines en fait qui permettent d'exister et de constituer des alliés sur tout le territoire. Il y a plein d'autres exemples comme ça, je veux dire, d'implantation multiple de ce terrain depuis 2 ans, plus que ça en fait, et qui subissent, mais on y reviendra peut-être parce que ça pour le coup c'est les effets de nos enquêtes, qui subissent qui ont quelques problèmes à partir du moment où tout d'un coup elles sont exposées. C'est-à-dire qu'on fait un peu la transparence sur un truc qui était totalement opaque et qui part effectivement de Périclès, qui était un plan totalement secret, totalement confidentiel, et donc ce terrain ne voulait absolument pas qu'il soit rendu public à ce moment-là. Je termine là-dessus. Il nous avait menacé au moment de la publication de nous attaquer pour violation du secret des affaires, prétendant lui-même plutôt que c'était un plan d'affaires, alors que de toute évidence c'est un plan politique, alors qu'il marche ou qu'il marche pas. Il avait annoncé 150 millions d'euros sur 10 ans. Il est manifestement très en dessous de ça en termes d'investissement. Mais moi je pense qu'il faut rester très prudent sur l'idée qu'il serait en recul parce qu'il aurait des difficultés financières ou ce genre de choses. Il a maintenant des tas de franchises partout, avec des gens qui sont peut-être plus brillants que lui. Je pense qu'on parlera de Pesé, par exemple, mais voilà, c'est pour faire... Ouais. Tenter une transition. Alors, tu me donnes la transition et puis on reviendra bien sûr sur les effets des enquêtes et du fait d'avoir rendu public ce projet Périclès. Donc, on va donc parler de ce monsieur Alexandre Pesé que tu as cité. Pour le hors-série, Anne-Sophie, tu nous as fait un article sur cet autre homme de l'ombre qui s'active aussi en faveur des idées réactionnaires. Donc, il s'agit du fondateur de l'Institut de formation politique, qui est une sorte de pépinière de talents néofascistes. Donc tu vas nous en dire un peu plus. Est-ce que tu peux expliquer d'abord qui il est et comment il importe en fait en France les méthodes de l'extrême droite américaine? Alexandre Pesé, effectivement, c'est un personnage qui est moins connu que Sterrin, mais qui est extrêmement proche de Sterrin, sans l'argent, mais il prend l'argent de Pierre-Édouard Sterrin. Ils sont proches parce qu'ils sont tous les deux libertariens d'un point de vue économique, avec le mythe de l'entrepreneur, beaucoup de respect pour l'argent, très catholique, réactionnaire, anti-avortement, très anti-immigration. C'est vraiment, pour moi, le stratège derrière ce que fait Pierre-Édouard Sterrin. L'histoire d'Alexandre Pesé, c'est que dans les années 2000, il est allé se former au Leadership Institute aux États-Unis, qui est une grande école de formation des républicains, des conservateurs là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de politiques. Donc, par exemple, Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, mais aussi beaucoup de journalistes de Fox News, et puis plein de militants, par exemple, de militants anti-avortement aux États-Unis, beaucoup, tous les anti-woke, avec comme idée, comme stratégie que avant de gagner la bataille électorale, il fallait gagner une bataille culturelle et idéologique. Donc c'est ce qu'on va appeler le gramscisme de droite. C'est quelque chose qui a très fortement influencé Alexandre Pesé, qui s'est dit que en France, on n'avait pas cette culture à droite et à l'extrême droite de gagner la bataille culturelle. Est revenu en France, il a monté l'Institut de formation politique, qui est un genre de mini Leadership Institute, pour former des élites de droite en France. Alors, ça va être des journalistes comme Charlotte Dornelas, qu'on retrouve maintenant sur CNews, des influenceurs comme Thaïs Descuffon, beaucoup de ce qu'il appelle des entrepreneurs sociaux, donc des gens qui vont monter des associations. Alors, je crois que pratiquement tout SOS Chrétien d'Orient est passé par l'IFP, aussi Némésis, donc Alice Cordy a été formée à l'IFP.
Et puis, évidemment, des collaborateurs politiques, Samuel Lafont, Marion Maréchal aussi a suivi quelques séminaires là-bas, avec vraiment l'idée que, effectivement, on allait ouvrir la fenêtre d'Overton et essayer de multiplier les idées de droite dans l'espace public. Il a bénéficié pour ça aussi, et s'est beaucoup inspiré des techniques de financement aux États-Unis. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est allé chercher des milliardaires comme Pierre-Édouard Sérin pour financer son projet. Ce qui pose aussi pas mal de problèmes, puisque c'est des financements dont on pourrait dire qu'ils sont pratiquement politiques. Mais autant en France, on est un peu protégé sur la question des financements directs aux partis politiques, autant sur le financement de cette bataille culturelle, on a moins de garde-fous qui permettent de dire qu'il y a un problème si des milliards sont investis pour faire passer certaines idées. Ensuite, pour prolonger aussi son expérience d'inspiration états-unienne, il a fondé en 2003 la bourse Tocqueville, donc qui est une bourse qui permet à des jeunes talents français d'aller se former aux États-Unis pendant quelques semaines pour rencontrer des institutions de réactionnaires aux États-Unis. Donc, par exemple, la Heritage Foundation, qui est un gros think tank qui a été derrière le programme de Donald Trump, mais aussi des journalistes comme Tucker Carlson. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est un journaliste qui est tellement radical qu'il a réussi à se faire virer de Fox News. Donc il va quand même très très loin. Et puis des organisations de lutte contre les migrants qui ont beaucoup poussé pour ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis avec ICE. Et donc en fait, tous les ans, il envoie des jeunes Français pour s'inspirer de ce que fait la société civile réactionnaire aux États-Unis et revenir et eux-mêmes monter leur propre structure. Et c'est un peu ce que tu disais sur le côté SMH, c'est-à-dire que souvent c'est assez petit, c'est assez confidentiel, mais ils arrivent à faire un effet chambre d'écho. Et évidemment, je trouve que le travail d'Alexandre Peset est vraiment à la rencontre entre Pierre-Édouard Sérin et Bolloré, puisqu'il bénéficie massivement de l'accaparement des médias par Vincent Bolloré, puisqu'il va fournir des journalistes qui vont se retrouver sur CNews, dans le JDD, dans tous les médias Bolloré, mais il va aussi fournir ces fameux influenceurs ou représentants d'associations ou de think tanks passés par l'IFP, qui vont être sur les plateaux télé et diffuser leurs éléments de langage en continu. Donc à la fois, il a des financements de Pierre-Édouard Sérin pour son institut de formation. Il a lui-même été conseiller opérationnel du projet Périclès. Et puis, de l'autre côté, il bénéficie de l'ouverture médiatique proposée par Vincent Bolloré, avec des plateaux qui sont prêts à recevoir toutes les pépites qu'il a repérées et formées depuis 20 ans, qu'on estime à peu près 4000 aujourd'hui. Alors, encore un mot pour compléter ce que tu disais sur l'IFP, pour donner un peu une idée de la coloration de cet endroit. Récemment, l'information est sortie que la dernière promotion de cet institut de formation avait décidé de choisir comme nom Quentin de Ranc comme nom de la promotion qui vient de sortir, la promotion de cette année, pardon. Je voulais que tu dises un mot sur un autre endroit qui est aussi dans cet écosystème d'extrême droite qui monte en puissance, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, donc une structure qui reçoit, je crois, aussi de l'argent de ce terrain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et qu'est-ce qu'ils font ? Alors, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, on sort une enquête sur eux la semaine prochaine dans l'Observatoire des multinationales, donc vous en saurez beaucoup plus à ce moment-là. Mais c'est vraiment un pur produit du travail combiné de Bolloré, Pierre-Édouard Sérin et Alexandre Peset, puisque Nicolas Pouvremonti, qui est l'un des cofondateurs de cet observatoire, a lui-même été un des lauréats de la bourse Tocqueville. Et aux États-Unis, il a rencontré deux organisations, Numbers USA et Center for Immigration Studies, qui sont deux organisations qui ont été fondées par un eugéniste suprémaciste blanc, John Thornton, aux États-Unis il y a plusieurs années, qui ont des discours extrêmement radicaux, extrêmement racistes, et une grande porosité avec l'administration Trump. Il y a beaucoup d'échanges de personnel, et l'administration Trump cite leurs études pour justifier sa politique de traque des migrants actuelle, et eux-mêmes le poussent à aller toujours plus loin. Donc Nicolas Pouvremonti, il a trouvé ça génial. Il est revenu en France, il s'est dit qu'il allait faire la même chose. Donc c'est un observatoire alors qui va sortir des chiffres chocs sur les migrants. Bon, c'est pas du tout des chiffres chocs, hein. Généralement, ils prennent des données publiques de l'INSEE en les citant de manière très décontextualisée, en citant des chiffres absolus sans aucune proportionnalité. Par exemple, ils vont dire partout qu'il y a 100 000 Afghans en France, 100 000 Afghans en France. Alors, ça
peut peut-être donner l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, on est 70 millions, donc 100 000 Afghans en France, c'est 0,14% de la population. On est assez loin du grand remplacement quand même. Donc, ils vont alimenter ce genre d'éléments de langage. Ils ont bénéficié de fonds du projet Périclès. Et ils sont extrêmement présents sur les plateaux télé. Ensuite, ce qui est assez particulier, c'est qu'à la fois, ils ont ce côté très radical, donc lié l'IFP à ces think tanks états-uniens, à beaucoup aussi d'organisations en Hongrie, donc liées très proches d'Orban. Donc c'est vraiment la grande radicalité d'extrême droite. Mais l'OID a aussi été consulté par le cabinet de Darmanin quand il s'agissait de discuter de la loi Asile-Immigration. Il travaille avec des députés des Républicains. Enfin, évidemment, il travaille avec des députés d'extrême droite, mais aussi avec des députés des Républicains, avec des députés de la majorité présidentielle. Et d'ailleurs, quand tu parlais de la promotion de l'IFP qui s'appelle Quentin Derenc, ça fait ressortir leur lien avec les néofascistes. Mais il faut quand même aussi toujours se rappeler que le but d'Alexandre Peset, son but ultime, c'est l'union des droites, et qu'à l'IFP, il y a aussi des intervenants venus des Républicains. François-Xavier Bellamy y intervient, Bruno Retailleau. Donc, il y a vraiment ce ne sont pas que l'extrême droite, on va dire très clairement infréquentable, mais il y a ce travail de rapprochement qui est à l'œuvre dans ces institutions. Et l'OID a réussi à se donner une image d'expertise assez propre. Les 5 fondateurs sortent de grandes écoles, Polytechnique, Sciences Po, l'ESSEC. Ils ont des réseaux, ils se présentent comme très fréquentables, ce qui leur permet d'avoir un narratif extrêmement radical, des méthodes inspirées d'organisations proches d'Orban, proches du Trumpisme, et en même temps, en France, d'être reçu par des milieux qui seraient considérés comme de droite classique, ou des médias, même sur l'audiovisuel public, ils ont pu être invités pour commenter les chiffres de l'immigration. Merci. Alors, je me tourne vers toi, Pierre-Yves. Toi, tu as coordonné pour ce plan une série d'enquêtes sur l'implantation en Bretagne de l'extrême droite et du RN en particulier. Et vous vous êtes notamment penché sur un cas qui fait un peu le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est celui de Blanche Le Goffik, donc une militante du RN dans le Trégor, qui est passée elle aussi par l'Institut de formation politique de Pesé. Est-ce que tu peux nous faire un peu le portrait de cette jeune femme et nous dire en quoi elle incarne un peu la nouvelle génération du RN ? Ce qui est très intéressant, c'est que donc, en Bretagne, ça a toujours été une terre de mission. Donc le RN est en train de mettre des objectifs bretons, sur la Bretagne. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, puisqu'ils n'ont pas réussi à constituer le nombre de listes souhaitées. Ils se sont qualifiés que dans 14 villes au second tour pour le 22 mars au municipal, et finalement ils ont mis 28 conseillers municipaux sur les centaines et les centaines de conseillers municipaux qui ont été élus. Mais en fait c'est pas tant ça, c'est ce que l'on voit, mais la stratégie en Bretagne, c'est celle qu'ont dépeint Anne-Sophie et Thomas, et notamment par cette jeune génération qui est très implantée, qui n'est pas brebis galeuse, même si je n'aime pas du tout ce terme, parce que ça voudrait dire que les autres membres du RN sont fréquentables. Mais en tous les cas, c'est une jeune génération qui n'a pas de casserole, qui est implantée. Et à Lannion, Blanche Le Goffik, 19 ans, est passée par l'IFP de Pesé. Et avec cette structure idéologique intellectuelle très travaillée, très présente sur le sécuritaire, l'immigration, on va laisser ça au national, et au local, on va travailler les questions de transport, de santé, de ruralité, etc. Ce qui fait qu'il y a la frontière dont tu parlais, Anne-Sophie, où ce serait quasiment une candidate LR, si on regarde le truc. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Bretagne, et c'est d'ailleurs en ce sens-là que la social-démocratie bretonne s'est fait piéger. C'est-à-dire qu'il y a eu cette union des droites ou des listes comme à Lannion, qui sont clairement RN, qui ont brouillé les cartes et qui ont brouillé les électeurs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que pour que tout ça puisse fonctionner, on a été regardé à Saint-Malo et à Fougères. Alors je suis désolé si certains étaient à l'émission de Mediapart, je vais répéter un peu, mais en fait, Saint-Malo est intéressante parce que c'est ce carrefour des extrêmes droites, à la fois normalisé et très identitaire. Et puis Fougères, c'est une extrême droite qui, depuis 3 mandats sur ce territoire, est en train de placer ses pions
et de gagner sur certains points. Et puis, puisqu'on est à Rennes et qu'on parle de ce terrain, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'à Rennes, jusqu'au 30 mai, se joue un spectacle à la basilique Saint-Aubin qui s'appelle Luminiscence Rennes. Et on a fait un papier là-dessus parce que ça revient sur ce que vous disiez, le Puy du Fou, etc. Luminiscence, c'est un son et lumière qui replace justement la place et l'histoire des églises dans la cité et qui montre que nos cités européennes ont lien avec l'Église. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si aujourd'hui le lien est rompu, ce terrain a financé ce spectacle par la boîte Locci. Et en fait, aujourd'hui, le créateur se dissocie complètement de ce terrain, mais en fait, on a fait un petit jeu à Splendide, c'est-à-dire qu'on a demandé à un historien médiéviste d'assister au spectacle Luminiscence et de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et on est encore dans ces histoires de normalisation avec derrière un vrai projet politique, idéologique et culturel. Et effectivement, si vous allez à Luminiscence Rennes, bon, déjà vous paierez 39 € pour voir des voûtes éclairées, bon, déjà ça. Et surtout, même s'il n'y a rien de flagrant, Luminiscence, c'est pas le Puy du Fou. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça pose ces jalons d'une extrême droite qui veut vraiment dire en Bretagne et ailleurs, il y a un projet d'Europe blanche et chrétienne. Et notamment, ça passe par la revitalisation de ces histoires patrimoniales. Et là-dessus, ce terrain ne joue plus un rôle, mais il a joué un rôle dans le financement de ce que l'historien William Blanc appelle l'histoire spectacle. C'est-à-dire que par le spectacle, on fait rentrer petit à petit une petite musique, et à la fin, la bataille idéologique et culturelle, elle abordait le politique, l'éducatif, le patrimonial, et on est un peu encerclé, quoi. Alors, un petit mot sur ce terrain, parce qu'on pourrait croire qu'on lui prête des intentions, mais il y a des vidéos très explicites où il dit qu'il veut plus de bébés de race blanche, de race européenne. Et c'est quelqu'un qui ne se cache pas, et c'est des choses que vous pouvez aller trouver sur Internet très facilement. J'aimerais bien que tu reviennes, comme Splan a suivi avec attention la campagne des municipales. Quel bilan vous faites un peu au large, que tu nous redises un peu qu'est-ce que vous avez observé des tentatives d'implantation du RN? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut dire qu'ils ont réussi à faire avancer leur pion? Il n'y a pas de victoire, hein. La Bretagne avec la Corse, c'est une des dernières régions où il n'y a pas d'élu de premier plan, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de député, etc. Par contre, le RN avance à moitié masqué, comme à Brest, où en fait le candidat RN de Brest, Yves Pagès, c'est un ancien cardiologue qui est passé par l'UDF, par l'UMP, par Reconquête, etc. Et en fait, on voit en Bretagne une surreprésentation des candidats RN, cadres supérieurs, professions libérales, et qui ont eu un passé de droite. Et en fait, ils servent de normalisation et de crédit à ce parti, ce qui fait que, par exemple, à Brest, Yves Pagès, contre toute attente, a fait un score, mais parce que des gens ont voté pour le notable brestois de droite, et parce que, et ça c'est le revers de la médaille, on pourra en discuter, c'est aussi le piège qui a été tendu à la social-démocratie, ou en tout cas à cette gauche chrétienne-démocrate bretonne, qui n'a pas vu venir, n'a pas voulu travailler ces questions-là, et vient de se faire piéger clairement lors de ces élections municipales, puisque des bastions comme Brest, historiquement socialistes, sont tombés. Et quand un bastion comme Brest tombe, il y a aussi la métropole qui est tombée. En fait, vous voyez le jeu de domino, c'est-à-dire que si on regarde juste les stats au 22 mars au soir, il n'y a pas péril en la demeure. Si on voit les pions qui sont avancés, on voit effectivement qu'il peut y avoir vite péril en la demeure. Merci. Alors, on va revenir sur la question que Thomas évoquait tout à l'heure de l'effet des enquêtes et de leur publication. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après les révélations sur Périclès, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce que tu as le sentiment qu'il est utile, finalement, d'enquêter sur l'extrême droite? Oui. Ouais, non, je crois que c'est assez utile et ça produit effectivement... Bon, moi, à titre personnel, j'ai pas vu, évidemment, j'ai pas
je travaille depuis longtemps, mais j'ai jamais eu autant d'impact, sur une enquête que sur celle de ce terrain. Ça produit des effets. Oui, ça produit des effets. Il a été convoqué l'année dernière devant une commission d'enquête à l'Assemblée. Il ne s'est pas présenté. Enfin, ça a beaucoup joué contre lui, sans doute aussi, puisque ça a attiré l'attention sur lui. Enfin, ça a décuplé, je pense, l'intérêt qu'on pouvait avoir à son initiative politique. Il va être sans doute dans les prochaines semaines convoqué devant une autre commission d'enquête au Sénat qui concerne plus sa philanthropie au départ, mais qui va s'intéresser aussi à ses initiatives politiques. En fait, moi, je dois être auditionné devant cette commission d'enquête mercredi prochain, et avec l'idée, enfin c'est pas mon idée, hein, moi je suis convoqué donc j'y vais, à la différence de ce terrain, mais on verra mais que je vais apporter sur la table le plan Périclès et ses liens avec son univers philanthropique, et notamment le fait que cette question de Périclès a été imaginée au sein de son fonds de philanthropie, le fonds du bien commun, avec des gens qui travaillaient pour son fonds de philanthropie. Et donc, il y a quand même un problème, en fait. Quand on disait tout à l'heure, Anne-Sophie disait, sur le plan de la bataille idéologique, il y a peu d'instruments pour contrôler, disons, les activités des uns et des autres, mais que sur le plan du financement politique, on est peut-être mieux outillé. Moi, je ne dis pas que c'est ce que tu penses, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des failles, y compris évidemment dans le financement de la vie politique, et on le voit. Périclès, avec Périclès, il finance aussi une organisation qui s'appelle Hexagone, qui commande des sondages pour le compte du coup en tout cas pour les intérêts de candidats à des élections. Là, on l'a vu déjà au municipal, au point que Estrosi à Nice a attaqué très très vertement Ciotti comme étant le représentant de l'ultra-droite anti-IVG, anti-LGBT de ce terrain. Ça avait un aspect un peu comique, hein, je veux dire, mais du coup, ce terrain veut le poursuivre, annonce qu'il le poursuivra en diffamation. Mais voilà, donc ces instruments, ils pèsent déjà et ils sont là, et on ne peut pas... pour moi, ils sont là, donc en fait, ils sont potentiellement activables, et ils sont quand même pas négligeables, quoi. Et ce sont des instruments de financement politique. D'ailleurs, dans le plan qu'on a révélé, il était naïvement, qu'il disait naïvement qu'ils allaient apporter des financements à des organisations politiques. Enfin, voilà. Donc, voilà, l'impact des enquêtes, il est là. Moi, j'espère que les législateurs vont se saisir aussi de ça pour tenter d'encadrer, en fait. C'est ce que Antoine Léaumont, le rapporteur de l'année dernière, appelait les ingérences financières, hein. On parle d'ingérences étrangères dans la vie politique. Mais si maintenant on réussit on le savait, nous, enfin, je veux dire, nous, on est un petit peu informés, on savait qu'il y avait des ingérences, tout le monde sait qu'il y a des ingérences financières. Là, elles sont écrites noir sur blanc, revendiquées, etc. Enfin, même si elles étaient secrètes, maintenant, elles sont quand même admises. Deuxième impact, je trouve, de ces enquêtes, c'est que dans tout le pays maintenant, dès que le nom de ce terrain apparaît dans une initiative quelconque, la luminescence, pardon, voilà, mais ça crée un débat. Hein. Les gens se disent, mais tiens, mais effectivement, regardons ce que c'est que cette illumination de cathédrale. Qu'est-ce que ça signifie idéologiquement ? Voilà, qu'est-ce que ce spectacle historique entre guillemets raconte comme histoire à Moulins dans l'Allier ? Pourquoi il a le soutien du Fonds du bien commun et de toutes les collectivités locales, alors qu'il a été écrit par des gens qui sont des admirateurs de Bardèche et de Brasillac, c'est-à-dire des néofascistes purs et durs, et qu'il commence par une complaisante exposition de l'occupation avec 5 croix gammées projetées sur un musée public. On peut se poser des questions. Les questions maintenant se posent. Ce spectacle n'aura peut-être pas lieu pour une deuxième année, en tout cas peut-être pas avec les financements publics. Donc voilà, enfin,
Je parlais des plus belles fêtes de France, le canon français. Enfin, vous avez eu ici, je crois, un long débat sur la situation du canon français, etc. Donc tout ça, et à mon avis, enfin, ça ne suffit pas évidemment, mais je veux dire le fait que les questions se posent et que c'est, et même de manière parfois, peut-être ça va un peu trop loin, parce qu'effectivement l'luminescence, ça n'appartient plus à ce terrain. Mais je suis comme toi, je pense que le fait d'avoir planté les graines fait que ces initiatives demeurent évidemment des manifestations de ces idées politiques-là, et que peu importe au fond que ce terrain reste ou pas au capital, au fond ce sont les mêmes personnes qui animent ça. Dernière chose, dernier impact très rapide. Enfin, là, c'est plus à double titre. En fait, moi, l'humanité a été assez peu. On n'a jamais été poursuivi. Je disais qu'il avait voulu attaquer menacer d'attaquer pour violation du secret des affaires. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait d'action en diffamation, pour injure ou quoi que ce soit. Il a juste fait donc cette pirouette, enfin, ou blague, ou intimidation, parce qu'on l'a quand même pris comme ça, puisque on prend ces choses-là au sérieux, de mettre mon patronyme, mon nom de famille sur sa holding, la holding qui est maintenant au centre de la cartographie de l'Observatoire des multinationales. Moi, j'ai rien fait parce que je ne vais pas aller sur le terrain le terrain du droit des affaires pour contester ça. Et puis c'est en Belgique. Et puis bon, ça demande. Enfin moi, mon travail, c'est pas d'aller attaquer ce terrain devant un tribunal du commerce en Belgique. Donc il fait ce qu'il veut. Il pense que c'est une blague. Moi, je pense que c'est pas une blague. Mais ça m'empêche pas, en tout cas, de continuer à travailler sur lui. Au contraire, même. Et dernière chose, on est quand même attaqué par des sous-courants de cet écosystème, disons. Là, moi, je suis poursuivi pour injure par la Ligue pour l'égalité dans l'antiracisme, qui est l'ex-organisation de lutte contre le racisme anti-blanc, dont on a écrit, je crois, dans un chapeau qu'elle manifestait un racisme décomplexé. Et donc on est poursuivi pour injure pour ça. Bon, je pense que c'est une procédure Bayon. L'avocat est Gilles William Goldnadel, c'est pas un tendre. Et donc voilà. Et surtout on ira, enfin dans 15 jours, on est convoqué, enfin le directeur de l'UMA, je vais l'accompagner du coup, on est convoqué à Moulins pour cette histoire de croix gammée. Ils n'ont pas aimé qu'on raconte qu'ils avaient mis des croix gammées au début de leur spectacle, là, les néofascistes admirateurs de Brasillac et Bardèche. Et donc là, on est poursuivi pour diffamation à Moulins. Et bon, on compte utiliser cette tribune qu'ils nous offrent pour expliquer que ce sont bien des néofascistes. Voilà. Alors merci. Juste, tu mentionnais donc la cartographie faite par l'Observatoire des multinationales de l'Empire Terrain, donc que vous avez ici dans le magazine, et donc au milieu on a cette fameuse holding, Le Mailleux Holding, donc qui reprend ton nom, qui chapeaute toutes les entreprises de ce terrain. Donc voilà, un humour particulier de ce personnage. En fait, c'est vraiment. Moi, sur les difficultés financières de ce terrain, ce qui me fait aussi penser qu'elles ne sont peut-être pas aussi gigantesques que ça, c'est précisément le Mailleux Holding, puisque dans les statuts, il a apporté 1,4 milliard d'euros d'actions l'été dernier dans cette nouvelle holding. Ça a été contrôlé par des réviseurs aux comptes, comme ça s'appelle en Belgique. Et donc, il a peut-être des difficultés de trésorerie, c'est sûr, mais il a quand même un patrimoine qui est encore assez conséquent, quoi. Merci. Alors Anne-Sophie, je te laisse. Est-ce que tu voulais dire un mot peut-être de l'impact des enquêtes de l'Observatoire sur l'extrême droite ? Alors c'est toujours difficile de mesurer un impact direct, mais on a publié, je crois que c'est en avril ou mai 2024, notre première grosse série d'enquêtes sur cette bataille culturelle et donc sur la manière dont, dans le monde médiatique, associatif, culturel, l'extrême droite, enfin la droite radicale, parce que ça touche tout un panel de droite, s'inspirait des méthodes aux États-Unis. Et je pense que le sujet s'est quand même pas mal diffusé dans les grands médias. Depuis, il y a eu des enquêtes dans Le Monde sur l'IFP. Enfin voilà. Donc on en parle de plus en plus et c'est important parce que ça permet aussi de montrer, alors nous on a l'Observatoire des multinationales, on travaille sur les intérêts économiques, ça permet aussi de montrer quels intérêts économiques ces acteurs-là défendent, puisqu'ils défendent les plus riches, les plus fortunés. On trouve derrière des grands financiers, des fortunes du pétrole. Voilà, ils sont aussi très anti-climat, enfin anti-politique climatique. Il y a des petites associations comme Contribuables Associés en France, alors
alors qui se présentent comme... Enfin, c'est une genre de taxpayer association, on en retrouve partout dans le monde, qui se présentent comme des organisations de petits contribuables écrasés d'impôts. Bon, en fait, on a toujours des grandes fortunes derrière et ils luttent essentiellement contre la fiscalité des biens immobiliers ou des grandes fortunes. Donc voilà, on montre tous ces conflits d'intérêts. Ça permet aussi de débunker un peu les discours de l'extrême droite sur le fait qu'ils seraient du côté des vrais gens et pas des élites. Ensuite, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est international réactionnaire, parce qu'Alexandre Peset, donc il est très lié aux États-Unis. Il y a beaucoup de ces organisations qui s'inspirent des méthodes trumpiennes. Il y a aussi beaucoup de liens avec la Hongrie de Viktor Orban. Or, en France, on a quand même intégré que la politique de Viktor Orban, ça se passait pas bien, que avoir Donald Trump à la tête du pays, c'est quand même un problème. Et donc, de montrer que leur projet politique est inspiré de Trump ou d'Orban, c'est aussi une manière de lutter contre la dédiabolisation, parce que non, en fait, le projet, il est terrible. Leurs inspirations, elles sont catastrophiques à l'étranger, et ils sont toujours actuellement en lien, et ils s'inspirent de ces extrêmes droites à l'étranger. Donc voilà, on est désolé pour les Hongrois et pour les États-Unis pour ce qu'ils sont en train de vivre, mais si ça peut nous servir de leçon par anticipation sur ce vers quoi il ne faut pas aller, c'est important. Après, dans les impacts qu'on aimerait avoir, je disais par exemple que l'OID, enfin l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, était invité dans les médias. Moi, j'espère que des programmateurs de chaînes lisent nos enquêtes, parce que je pense que, notamment, parce qu'il y a cette demande dans des chaînes d'information en continu, d'avoir tout le temps des gens disponibles sur les plateaux pour avoir des éléments de langage un peu choc, ils appellent des organismes sans forcément vérifier. Alors ça, c'est vraiment du pain béni pour tous les jeunes formatés par l'IFP, enfin jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui dans leur petite organisation, en fait, ils produisent pas vraiment de savoir. C'est des notes qui sont faites très rapidement, et ensuite ils vont arpenter les plateaux télé pour les diffuser. Donc évidemment, je pense que CNews va continuer à les inviter parce que c'est la ligne éditoriale. Mais si sur d'autres médias qui ne sont pas censés être autant, on va avoir un tel projet idéologique, ça peut éclairer des programmateurs sur qui inviter, ou en tout cas clarifier qui ils sont en train d'inviter, quels intérêts politiques sont représentés, quels intérêts économiques, ce serait important. De la même manière, d'ailleurs, des politiques qui citent ces organismes-là quand ils déposent des amendements, quand ils défendent des amendements, ce serait bien que ce soit plus problématique. Et puis, il y a toute la question effectivement, du financement de la vie politique. Alors, quand je disais qu'on était mieux protégés, c'était vraiment par rapport aux lois électorales. Moi, travaillant beaucoup sur les États-Unis, on n'a pas les super PAC, on n'a pas des financements illimités directs d'entreprises vers des candidats au présidentiel. Les États-Unis, c'est vraiment le degré ultime de l'oligarchie. On a encore des garde-fous, mais effectivement, sur tout ce qui est métapolitique, donc que ce soit institut de formation, évidemment les médias, mais tous les financements associatifs, il y a des problèmes de transparence, de transparence sur les activités, sur qui les finance. Et si quelques milliardaires décident qu'ils ont un projet politique d'extrême droite, c'est de nature à faire pencher la balance. Donc, effectivement, on espère que des politiques vont se pencher sur le sujet, et les commissions d'enquête ou missions d'information en cours nous laissent penser que c'est le cas. Merci. Et alors, Pierre-Yves, je te laisserai bien sûr dire quels sont les impacts des enquêtes de ce plan, mais tu m'avais notamment mentionné un effet un peu inattendu, c'est-à-dire qu'après une enquête, vous avez reçu un coup de fil du RN. Oui, alors en fait, c'est à Saint-Malo. Dans la continuité de Mediapart, on a fait une enquête sur Romain Le Goaster, qui était à l'époque le candidat déclaré du RN à Saint-Malo. Et on a sorti les insultes racistes, homophobes, accompagnées de saluts nazis, etc. Donc le Goaster a fini par être débranché par le parti. Il y a eu un autre impact direct. Il y a eu un autre candidat qui a pris la suite, et le RN à Saint-Malo a fait un peu plus de 15%. Mais alors l'impact inattendu, c'est que suite à cette enquête, on reçoit un coup de fil d'une sympathisante RN de Saint-Malo qui nous félicite pour notre enquête. Alors au début, on se dit, tiens, les gens du RN qui nous disent merci d'avoir débunké
leur tête de liste, c'est cocasse. Et en fait, et ça revient au début de la discussion, c'est que cette dame a dit merci d'avoir sorti ce mec au Roland Rance, etc. Parce que du coup, ça va nous permettre, nous, de remettre un RN propre à Saint-Malo et de continuer le job. Et là, voilà typiquement un impact direct auquel on n'était pas préparé et qu'on trouve très intéressant pour le coup. Et je ne sais pas si Thomas ou Anne-Sophie, vous avez un petit commentaire à faire, mais ça nous est arrivé en disant merci, virez les brebis galeuses, comme ça, nous, le RN normalisé, on va continuer le job. Je sais pas si tu veux réagir, Thomas. Moi, ça m'est pas arrivé d'être remercié mais j'espère un jour. Alors, on a plus beaucoup de temps. Je vous pose une dernière question et on va conclure là-dessus. Puisque vous êtes des observateurs un peu de premier plan de ces stratégies diverses de l'extrême droite. Je déborde un peu du travail journalistique à proprement parler, mais qu'est-ce qui vous semble crucial, important comme levier au moment où on en est, un an avant l'élection présidentielle de 2027, sur vos terrains respectifs? Qu'est-ce qui est... Comment on fait pour freiner et s'opposer à cette offensive de l'extrême droite? Alors, sans lien hasardeux, mais cette offensive en Bretagne, on la connaît avec l'agro-industrie, qui était cette espèce de rouleau compresseur qui domine tout, qui accapare tout, qui détruit tout. Et on se rend compte que l'agro-industrie, depuis 40-50 ans, elle est arrivée avec son modèle, elle l'a imposé par le silence des acteurs paysans eux-mêmes, qui eux-mêmes se mettent en concurrence, etc. Et ce silence est devenu violence dans les champs. Je me fais référence aux travaux de Nicolas Legendre, prix Albert Londres 2023 sur Silence dans les champs, et qui est membre de Splend. Et pour répondre à ta question, c'est que nous, si on est un média d'investigation breton, mais qu'on a choisi de s'installer dans les alentours de Guingamp, c'est parce que pour nous, une des solutions, c'est de ne rien lâcher sur la ruralité, sur les services publics, sur ces enjeux-là. Car pour moi, en fait, ne pas répondre à ces enjeux, c'est simplement laisser le boulevard à l'extrême droite. On pourrait aussi simplement, Thomas, Sophie, Elsa, moi, arrêter de travailler sur l'extrême droite et dire à un moment, il suffit de remettre les solidarités, notamment paysannes, rurales, etc., les services publics. Et naïf que je suis, je pense que ça sécherait un peu le RN. Donc nous, on interroge aussi ces questions via l'agro-industrie parce qu'on voit comment une domination d'un territoire sur la nature, sur le vivant, les hommes, les femmes, les pratiques, etc., écrase tout d'une violence crasse et ne laisse plus que l'opportunité de la loi du plus fort, du tous contre tous, et c'est ce que propose l'extrême droite aujourd'hui. Donc nous, on ne lâche rien sur la question de ruralité comme une sorte de réponse à ce qui pourra, j'espère, ne pas venir dans un an. Alors moi, en travaillant sur ces réseaux d'extrême droite, j'en conclus qu'ils ont des méthodes qui sont organisées pour mener cette bataille culturelle et qu'ils ont de l'argent grâce à leurs milliardaires. Par contre, ils ne sont pas nombreux. On finit par... bon, alors ça fait quand même un petit moment que je suis dessus, mais on retombe quand même toujours sur les mêmes noms. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'ils sont toujours en train de dire qu'ils s'inspirent de ce qu'a fait la gauche et de ce que fait la gauche depuis très longtemps. Du coup, je pense qu'il faut aussi pas non plus se laisser complètement démoraliser, dans le sens où on est beaucoup plus nombreux. Alors, on n'a pas de 2 milliardaires derrière, donc ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a quand même aussi la capacité d'être organisé, méthodique, et on a le nombre pour nous. Donc, en fait, je pense qu'il y a toute une contre-bataille culturelle à mener et que, par ailleurs, ils estiment qu'on l'a gagné pendant très longtemps. Enfin, on l'a gagné, que la gauche l'a gagné pendant très longtemps. Donc, voilà, il faut aller sur leur terrain et avec moins d'argent, mais beaucoup, beaucoup plus de monde. Et puis après, il y aurait beaucoup de choses à faire au niveau national et notamment sur la question des législations, sur la concentration des médias, parce que globalement, ce qui les porte aujourd'hui, c'est la concentration des médias dans les mains d'un ou quelques milliardaires peu regardant ou avec un projet politique. Et puis ensuite, peut-être plus largement, ce que je disais sur la transparence des financements qui vont à des associations, instituts. Voilà, après, il y a des associations avec de tous les bords politiques, mais il y a un enjeu sur pour qui elles parlent, qui est derrière, qui les finance. Et ça, on aurait vraiment besoin de plus de transparence sur ce sujet. Ouais, alors très vite aussi,
Bon, moi, je pense que des lieux comme celui-ci sont vachement intéressants parce que précisément, une des choses qu'a réussi à faire ce courant, par exemple à travers l'Institut de formation politique, c'est établir une porosité assez forte et même chez des jeunes, enfin qui font les séminaires de Alexandre Peset, tout ça, ils peuvent être à LR ou voire à Horizon, c'est-à-dire dans la droite classique, dite républicaine, ou être au Rassemblement national, à Reconquête, ce genre de choses. Et effectivement, ils fluctuent. Il y a une grande porosité entre eux. Donc, je pense que un truc qu'on peut leur opposer, c'est notre porosité à nous. Enfin, je veux dire, là, je parle des médias indépendants et des médias parce que certes, ils sont pas très nombreux, mais ils sont quand même un peu partout. Je suis d'accord avec toi. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas très brillants. Ils font des conneries. Ils font des choses complètement ratées en permanence. Mais du coup, les exposer, les raconter, il y a quand même beaucoup de travail pour beaucoup de monde, à mon avis. Il y a du travail pour tout le monde, en fait. Et si tout le monde travaille sur ces questions en sachant que ce n'est pas que donc l'extrême droite au sens partisan organisé, mais plutôt une mouvance beaucoup plus large, puisque la droite dite républicaine a glissé et glisse largement sur ces thèses. Et c'est d'ailleurs l'ambition de Peset, mais aussi de Sterrin, de Périclès. C'est donc bien cette coalition des droites extrêmes. Je veux dire, il va falloir surveiller et révéler tout ce qui se passe là. Donc je pense que, voilà, moi ce que je trouve intéressant dans la période, c'est que des journalistes travaillent, enfin nous sommes un certain nombre de journalistes à travailler là-dessus, pas ensemble, mais en front, voilà, on est en tout cas en parallèle, disons, et on se complète, on se nourrit, enfin, voilà, nos enquêtes se nourrissent mutuellement, on apprend des choses ensemble. Parce qu'on fera pas le tour, personne ne fera le tour seul de ce champ-là. Et donc, il y a par ailleurs des citoyens qui eux aussi se mettent à faire des enquêtes. Enfin, et c'est très intéressant, je pense. Il y a, enfin moi, un des mes grands plaisirs aussi dans la phase autour de ce terrain, c'est d'avoir vu la section carrément anti-terrain, mais qui est une nébuleuse, on ne sait pas qui c'est, etc. S'organiser, mais des gens qui du coup prennent en charge ça, et y compris par des mouvements sociaux, mais aussi par des formes de recherche, d'enquête, et ça vaut pour Bolloré aussi. Je trouve que là, effectivement, on a quand même des atouts pour contrer ces mouvements souterrains, plus ou moins souterrains, quoi. Mais merci à tous les trois. Pour conclure, je vais vous dire quelque chose que vous allez beaucoup entendre ce week-end, je pense. Mais le travail des médias indépendants, il est possible que grâce à leurs lecteurs. Donc, si vous le pouvez, eh ben, soutenez Splan, soutenez l'Observatoire des multinationales, abonnez-vous à l'UMA, abonnez-vous à Socialter. Et si vous voulez en savoir plus sur le hors-série, sur ce qu'on fait, on a un stand au Lavoir. J'imagine que vous... tous les trois aussi. Donc voilà, on va s'arrêter là. Bon après-midi à tous. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.